Merci les amis. Merci les amis. C'est agréable de venir et d'intervenir au milieu, je trouve. Non, je ne suis pas toujours habitué ici, mais en plus avec deux personnes qui vont me succéder et qui méritent très largement d'être ici, avec qui je suis vraiment heureux d'être en meeting. Alors Manon, c'est pas la première fois. Par contre, Mathilde aussi. Mais alors en plus, elle m'a dit tout à l'heure qu'elle avait habité Saint-Ouen. Donc quand on connaît Saint-Ouen, c'est toutes les qualités, ça. Quelqu'un qui a habité Saint-Ouen, ça va, Léodonienne, etc. Donc voilà, bon meeting après toutes les interventions. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Reviens. Je suis arrivée sur scène, là. Non, mais ça va. Sinon, les gens qui l'ont élu député la regretteraient avec justesse. Bien, on est donc dans un moment... Alors, t'inquiète pas, je vais parler du budget, mais Manon m'a dit, parle pas trop du budget, quoi. Arrête avec les chiffres, quoi. Alors, je vais en parler un peu. Là, j'ai entendu quelqu'un qui m'a fait court, non ? Et voilà, ça, Françoise, merci. Bien, heureusement, je connais les gens, je connais le... Bon, c'est un moment de bascule qu'on connaît ici. Je vais parler évidemment des questions nationales, mais juste quelques mots, et après, je sais que Manon va y revenir longuement. Mais c'est aussi un moment de bascule localement. Alors, j'ai vu le bilan de Karim Bouamrane, et puis ce qu'il a dit au trombinoscope il y a un an, et tout ce qu'il a amené à la ville. Donc, si je comprends bien, avant KB, Karim Bouamrane, ici, c'était à l'arrêt, c'était l'Allemagne de l'Est. Bon, je suppose que William Delannoy va peut-être se sentir un peu étonné d'être peint au Necker. Et je rassure quand même ceux d'entre vous ici qui sont arrivés depuis 2020, il n'y a pas eu de chute du mur. On n'a pas connu ça à Saint-Ouen. Hein. Enfin bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette comparaison était assez amusante. Et je voulais dire que avant que Karim Bouamrane arrive, bon, c'était quand même une ville populaire dans laquelle il faisait bon vivre, quoi. Le Red Star, c'était déjà Boer. Voilà, peut-être pas tout à fait nouveau. Alors certes, ce qui est vrai, par contre, c'est que la politique a été entamée par William Delannoy, c'est-à-dire, pour aller vite, celle de laisser au marché le soin de dicter le prix des logements et puis le cours de la vie ici. Ça, c'est vrai, finalement, qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements et qu'elle s'est poursuivie très largement dans les années de Karim Bouamrane. Ce qui fait que sa propagande a beau dire l'inverse. Aujourd'hui, on a une ville qui est beaucoup trop chère pour beaucoup, que ce soit au niveau des prix du logement, mais aussi des prix dans les magasins avec des baux commerciaux tellement forts que les magasins sont obligés sans arrêt d'augmenter les prix. Et puis globalement, une ville où les services publics sont aussi quand même, dans certains quartiers, de plus en plus rares et en tout cas insuffisants. Bon, moi je pense que les gens ne sont pas stupides. Et vous avez beau piocher dans le programme des listes concurrentes, ça vous transforme pas tout d'un coup, votre bilan en programme réussi. Hein. Il suffit pas d'ouvrir par exemple des espaces jeunesse à la va-vite à la fin pour que y ait des jeunes dedans. Voilà. Pour qu'il y ait des jeunes dedans, il faudrait peut-être qu'il y ait des choses qu'on leur propose et pas seulement des murs dans lesquels on a marqué espace jeunesse. Bon, de la même manière. Faire signer un papier qui s'appelle mutuelle municipale, ça ne vous rembourse pas encore les médicaments. Je dis ça parce que ça a été à quelques jours du premier tour. Bref, de même, on peut penser que les charges de la Semiso qui ne sont pas tombées en octobre, peut-être que le rattrapage sera d'autant plus dur si Karim Bouamrane était, ce que je ne souhaite pas évidemment, élu maire, parce que ça m'étonnerait qu'il se soit envolé comme ça par nature et qu'il ne connaisse pas, ou qu'on n'ait pas des mauvaises surprises comme l'an dernier. Bien. Vous avez compris qu'il ne suffit pas, à mon avis, de rebaptiser les places, les salles, du nom de progressistes, d'artistes, voire même de révolutionnaires illustres, pour vous transformer en internationaliste ou en antiraciste conséquent. Surtout que moi, je me souviendrai que depuis quelques années, le moins qu'on puisse dire, par rapport à une cause quand même qui est chère en Seine-Saint-Denis et c'est légitime, j'ai quand même entendu un silence assourdissant du côté de la solidarité avec Gaza et de la Palestine, jusqu'à nous traiter d'antisémites, tout simplement parce que on avait le mauvais goût de dire qu'une politique génocidaire est une politique génocidaire, que ce soit Israël qui la mène ou un autre pays, ainsi qu'une politique colonialiste. Bien, on a... il ne suffit pas d'enrôler dans son comité de soutien Janis Joplin et Malcolm X.
pour tout d'un coup être à leur niveau. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que dirait Malcolm X s'il savait que le quai qui a été inauguré à son nom a servi quelques jours après à expulser des personnes qui étaient sans logement, comme l'a fait la mairie, avec le camp des Roms qui était quai Malcolm X. Bascule locale donc, mais évidemment aussi bascule nationale, avec une élection qui a une particularité parce que c'est la première depuis juillet 2024, c'est-à-dire depuis législative que le nouveau Front populaire avait gagné, et c'est la dernière avant les prochaines élections présidentielles, c'est-à-dire l'an prochain. Autrement dit, votre bulletin de vote, le bulletin de vote France Insoumise, et là pour le coup ici avec Génération, le NPA et Rêve, c'est un bulletin de vote qui va servir à deux choses en plus des enjeux locaux. La première, c'est de faire en sorte de réussir, ou en tout cas de censurer le gouvernement, comme malheureusement nous n'avons pas réussi à le faire à l'Assemblée. Mais c'est aussi un bulletin de vote antifasciste et antiraciste. Et de ce point de vue-là, on pourrait malheureusement rajouter aussi que ça va être un bulletin de vote anti-guerre. Je parle évidemment de la situation depuis ce matin et des bombardements israélo-américains en Iran, dont je dirais peu de choses. Je dirais juste que personne ne croira qu'un État génocidaire qui massacre son peuple voisin et les États-Unis d'Amérique impérialistes de Donald Trump qui foulent le droit international se soucient d'une manière ou d'une autre des peuples martyrisés par les Mollahs. Bien évidemment, c'est tout autre chose dont il s'agit. Il s'agit du pétrole, il s'agit de l'approvisionnement de pétrole de la Chine, il s'agit des intérêts géostratégiques. Et malheureusement, j'allais dire, ça fait plusieurs décennies que nous savons qu'à chaque fois qu'il y a des interventions de ce type, ça se fait sur le dos de tous les peuples, y compris d'ailleurs le peuple israélien, qui va en être aussi la victime, avec là aussi une période qui devient quelque part de plus en plus grave, où il y a le bruit des bottes et le bruit des guerres, et le bruit au fond de la loi du plus fort, que ce soit pour nier le droit international, pour déclencher des guerres contre tout État dont on estimera qu'ils ne correspondent pas à vos intérêts stratégiques, et évidemment aussi bruit des bottes dans la montée du fascisme un peu partout. Bien, ce bulletin de vote, donc je le disais, c'est celui de la censure. Ça fait maintenant depuis 2022 que, tu parlais de budget tout à l'heure, on a quand même un paradoxe, c'est que nous n'avons plus le droit de le voter. Depuis 2022, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on ne vote plus le budget dans ce pays. 32-49-3. Alors, de la part du Premier ministre, le dernier notamment, qui nous fait des leçons en disant qu'on ne respecte pas l'Assemblée nationale, le moins qu'on puisse dire, c'est un peu étonnant, surtout si on se souvient que le budget, plutôt les premières assemblées nationales au long de la Révolution française, naissent justement de la question du budget. Eh bien, nous n'avons plus le droit de voter le budget, tout simplement parce que, depuis juillet 2024, Macron a imposé des gouvernements minoritaires, des budgets minoritaires, des programmes minoritaires, et que la seule façon, au fond, de les faire passer, ça reste ce 49-3. Le macronisme, c'est quoi? Et pourquoi Emmanuel Macron a choisi, comme ça, depuis juillet 2024, de ne pas respecter le vote, le suffrage universel et nous imposer des budgets? C'est avant tout, et ça touche notre vie tous les jours, c'est ça qu'il définit, c'est la constitution d'une noblesse d'argent. Le macronisme, c'est ça. C'est-à-dire quelques milliers de personnes dans ce pays qui s'enrichissent comme jamais on s'est enrichi. Je ne donnerai pas beaucoup de chiffres, je le donne très souvent, mais il est assez éclairant. Les 500 personnes les plus riches de ce pays, depuis 2017, ont vu leur fortune doubler. Et croyez-moi, quand leur fortune double, ce n'est pas le SMIC. C'est plus 600 milliards. C'est passé de 20% de la richesse nationale en 2017, aujourd'hui à 40%. Et comme la richesse nationale, dans le même temps, n'a pas doublé, eh bien, chacun comprendra que leur fortune a doublé sur le dos de tout le monde, sur le dos de tous ceux qui produisent des richesses, de nous tous, des salariés, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise. Voilà ce qui a été le macronisme. Et voilà pourquoi il a à tout prix voulu faire en sorte que cette oligarchie continue à, j'allais dire, fructifier aussi bien grâce à ses cadeaux fiscaux. Donc d'abord, c'est ça ce budget. Et ce budget, comme bien évidemment dans leur novlangue néolibérale, il ne faut pas charger trop les déficits, eh bien, on nous propose de le faire payer à tout le monde par des baisses de budget absolument terribles dans tous les ministères qui baissent les services publics, les dépenses publiques. C'est aussi un budget écocidaire. Peut-être que c'est la responsabilité la plus forte depuis 2 ans et qui, quelque part, au fond, rappelle la politique de Trump. Je rappelle juste un chiffre. Théoriquement, uniquement pour respecter les accords de Paris, il faudrait 37 milliards d'euros d'investissement pour l'État en plus uniquement sur les politiques environnementales. Ça fait 2 ans qu'elles baissent. Et les conséquences, elles sont directes.
Et vous le ressentez tous les jours en respirant l'air ou en subissant les bouleversements climatiques qu'on connaît. Les conséquences, c'est que, alors qu'il faudrait baisser de 5% les gaz à émissions de serre pour respecter les accords de Paris, ce qu'on a à peu près tutoyé pendant 2-3 ans, et bien à nouveau, on n'est plus qu'à 1% de baisse de gaz à effet de serre. Et donc, en réalité, la dette écologique est en train de s'aggraver, tout comme elle s'aggrave avec les politiques écocidaires de Trump. C'est aussi un budget discriminatoire. Ça a peut-être échappé à quelques personnes, mais dans ce budget, il y a eu des mesures qui, en plus, pourtant, ont été refusées à l'Assemblée, qui sont des mesures qu'on prend directement au programme, non pas du Rassemblement national, ça il en a hérité, mais du Front national, c'est-à-dire ceux de la préférence nationale. Vous avez 2 mesures dans ce budget, je le dis parce que pour recevoir la plupart du temps dans ma permanence des problématiques liées à cette question, je sais à quel point la situation des étrangers dans ce pays devient absolument infernale. Et par exemple, la mesure qui veut que désormais, je ne sais pas si des personnes ici sont concernées, mais qui fait que désormais, les étudiants extra-communautaires ne pourront plus toucher l'APL, est une mesure qui directement lie la question des prestations sociales à la nationalité. C'est la préférence nationale. Et malheureusement, le Conseil constitutionnel n'a pas jugé bon faire en sorte de censurer ce projet. Mais aussi une autre mesure qu'on connaît, et là aussi malheureusement parce que c'est un des problématiques qu'on vit en permanence, c'est l'explosion des droits de timbre simplement pour changer de papier ou pour acquérir la nationalité française. Bien. Donc ces mesures racistes, discriminatoires, j'allais dire merci à ceux qui n'ont pas voté la censure pour les imposer aujourd'hui, et elles vont compliquer la vie de centaines de milliers de nos concitoyens. Ce budget, c'est un budget évidemment de censure, mais c'est un budget qui risque aussi quelque part de nous coûter cher à l'avenir, c'est-à-dire cette année. Parce que le gouvernement, maintenant, il est en roue libre. Il a passé son budget. Très franchement, les chances d'être censuré sont devenues minimes. Et donc, il va faire passer des lois avec sa nouvelle majorité. Et sa nouvelle majorité, elle va du bloc central au Rassemblement national. On en est témoin avec Mathilde, je peux vous assurer que c'est assez impressionnant d'avoir une espèce de chambre qui n'est même plus bleue, mais qui se transforme souvent en chambre brune par rapport aux projets de loi qui sont votés. Je donne 2 exemples de ce qui nous attend dans les mois à venir. Parce que nous savons, ça a commencé à être tenté d'être voté à l'Assemblée nationale et le groupe France Insoumise a suffisamment fait reculer les débats pour qu'ils n'aient pas le temps de voter. Mais par exemple, ils vont proposer à l'Assemblée nationale que désormais les policiers aient le droit de tirer sur une simple présomption de légitime défense. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire. Quand Donald Trump a justifié le fait qu'une personne de 37 ans perde la vie à Minneapolis, il l'a dit en disant « il se sentait menacé ». Voilà exactement ce qui risque de tomber sur la vie, malheureusement, de beaucoup de personnes à cause de ce type de profession. Et je ne vous parle pas d'autres mesures, comme par exemple la loi sur l'antisémitisme, directement inspirée de Caroline Yadan, qui fera de l'antisionisme un antisémitisme, où on ne pourra même plus critiquer l'État d'Israël sans être déclaré antisémite. Et vous voyez bien après la machine qui se met en place. Alors, je dois dire que par rapport à ça, oui, bien évidemment, cela m'amène à condamner les macronistes, mais à condamner ceux qui ont été leur soutien sans participation, c'est-à-dire le groupe socialiste, qui a permis, depuis février 2025, que les différents gouvernements continuent à appliquer leur politique et au macronisme de sévir pendant encore 1 an et demi dans le pays. Et je dois dire que je regrette que ceux qui, avec nous, ont été dans le front anti-censure, et je le respecte et je le salue, c'est-à-dire le groupe écologiste et le groupe communiste, ne partent pas ici avec nous dans ces municipales. Au moins, les choses seraient absolument clarifiées. Deuxième élément, je le disais tout à l'heure, de notre bulletin de vote, c'est un bulletin de vote antifasciste, de manière très claire. Et je voudrais dire de manière forte, je l'ai dit l'autre jour lors de l'hommage à Rino Della Negra, tué il y a 82 ans avec le reste du groupe Manouchian, le jour même où le gouvernement laissait des néo-nazis parader à Lyon, je voudrais dire que non seulement honte à ceux qui laissent ainsi des manifestations se dérouler dans les rues désormais avec des gens sur des slogans nazis et racistes, mais honte aussi à ceux qui, depuis les événements Lyon, ont renvoyé dos à dos fascistes et antifascistes. Je crois que ça va rester une trace indélébile pour ceux qui ont pratiqué une telle politique. Tout simplement parce que non seulement ça banalise le Rassemblement national et l'extrême droite dans le programme, je l'ai dit, puisqu'ils puisent directement dans le programme du Rassemblement national
des lois qu'il propose encore, mais ça banalise aussi les violences physiques que l'extrême droite inflige à ce pays depuis des années, puisqu'on sait que 90% environ des violences physiques liées à des questions politiques sont dues à l'extrême droite. Et je dois dire qu'essayer de faire oublier ça est un mauvais service rendu à la démocratie. Alors pourquoi font-ils ça ? Ils font ça pour une bonne raison, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel Macron, lorsqu'il était arrivé, avait dit qu'il prenait 3 défis. Le premier, 0 SDF dans ce pays. On a doublé le nombre de SDF. Le deuxième, plus de chômage. Le chômage est en train de relancer. Et le troisième, c'était de réduire le nombre de députés du Rassemblement national. Ils ont absolument explosé. Alors à partir de là, comme les présidentielles, c'est dans un an, ces gens-là ne vont même plus tenter, d'affaiblir le RN. Ils ne vont plus le tenter puisqu'ils prennent dans son programme. Donc la seule solution pour espérer se retrouver en face du RN et recommencer quelque part à être l'alternative de l'hypercentre, du néolibéralisme, c'est d'éliminer ceux qui s'opposent au RN, c'est-à-dire France Insoumise, et ceux qui font les mêmes votes à l'Assemblée nationale. C'est exactement ce qui se passe maintenant depuis des semaines. Et je vous demande, derrière l'avalanche que nous recevons sur les médias et de certains responsables politiques, voire associatifs, malheureusement pas seulement à droite, de bien considérer que la question ici, c'est de nous affaiblir, voire de nous dissoudre, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'alternative possible à l'extrême droite dans l'année à venir. Voilà l'enjeu que nous avons en face de nous et qui, clarifie un peu la situation. Alors, d'un côté, il y a malheureusement l'ex-droite républicaine. Je le dis sans plaisir, parce qu'elle a été, pendant des décennies, quand même, elle a fait partie du barrage par rapport à l'Assemblée nationale. Entendre Wauquiez et Retailleau dire aujourd'hui qu'ils imaginent des alliances avec l'extrême droite et que l'ennemi à abattre serait France Insoumise est quand même un recul historique absolument considérable si on veut bien regarder l'histoire. Et je note aussi que ça va plus loin puisque Aurore Bergé a expliqué il y a peu qu'elle proposait au Rassemblement national, ministre de ce gouvernement quand même, qu'elle proposait au Rassemblement national une alliance contre France Insoumise. Aurore Bergé allant jusqu'à dire qu'on était anti-France. Je le dis en passant, mais ce qui est quand même étonnant que on nous a là parlé de on nous fait des polémiques sur la question de savoir comment on prononce le nom d'Epstein, etc. Je remarque que vous n'avez pas eu de bandeau dans toutes les chaînes de télé pour dire que l'anti-France, de rappeler que l'anti-France est une expression maurassienne qui, en réalité, se focalise contre les étrangers et contre les juifs dans ce pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'en sort bien. Donc c'est évidemment quelque chose qui, devant nous, est important. Et il y a aussi, ceux qui viennent du socle de la raison. Pour ces gens-là, c'est de nous éliminer. Que ce soit les macronistes de droite, on les connaît. Que ce soit les macronistes de gauche, on les connaît aussi. C'est ceux qui nous ont donné Macron au pays. Je pense notamment à François Hollande. Et quelque part, là, tout est bon pour, là aussi, nous affaiblir. Ces gens-là se disant, si on affaiblit les filles, on a peut-être une chance d'être à leur place. Bon, le seul problème, c'est que ils seront à notre place pour se faire dévorer par le RN, pour ceux qui ne seront pas alliés déjà avec lui précédemment. Alors, ils tentent tout. Ils tentent de nous classer à l'extrême gauche. Je le dis à de mes camarades, notamment, qui sont ici d'extrême gauche. Pour nous, ce n'est pas du tout, une injure en soi, mais on voit bien ce qui est recherché derrière, c'est-à-dire de faire en sorte de nous marginaliser par rapport à la situation politique, avec quand même des critères absolument aberrants. Le dernier critère retenu, je ne sais pas si vous avez entendu, du Conseil d'État, c'est le fait qu'on refuserait les alliances avec le PS. Bon. Donc refuser les alliances avec le PS, vous êtes à l'extrême gauche. Voilà. Bon. Alors quand en plus, le parti qui, quelque part, peut déterminer, selon que vous soyez à l'extrême gauche ou pas, peser au présidentiel 2%, je veux dire que laisser à la petite gauche comme ça le soin de savoir qui est extrême gauche ou pas est assez lunaire, mais c'est bien l'argument qui a été avancé. Je dois dire que, il y a peut-être que Mathilde en parlera, je ne vais pas en parler, mais il y a aussi les polémiques sur les médias. On invite des médias numériques, tout le monde invite des médias un peu spécialisés. Les médias eux-mêmes n'arrêtent pas de se sélectionner en nous proposant des déjeuners presse. Bref, tout ça se fait depuis longtemps, mais nous, ça devient une injure par rapport à la presse, à la démocratie, etc. Enfin, vous avez vu le tableau. Tout est bon à partir du moment où c'est évidemment signé France Insoumise. Je dois dire que, vu la période dans laquelle nous sommes, tout à l'heure je parlais de bruit des bottes, je parlais du droit du plus fort, je parlais de la guerre, je parlais du racisme, s'en prendre comme ça à une force démocratique et la principale force de gauche est totalement irresponsable et rappelle les années 30 en Allemagne. Et ceux qui en douteraient aujourd'hui n'ont qu'à se reporter sur l'excellent livre « Les irresponsables » de Johann Chapoutot.
Alors moi, je veux le dire, et ça va être ma manière de conclure, nous, on va être vigilants aussi. Voilà. On voit bien que, on peut le regretter, hein, parce que ça a servi à certains moments. On voit bien que ces gens-là ont disloqué le socle républicain. Voilà. Et qu'ils auront beau faire, j'imagine mal, tout d'un coup, une fois qu'ils auront fait en sorte de dire que France Insoumise est devenue infréquentable, imaginez, quelle que soit leur formation, que nos électeurs vont venir courir à leur secours en ayant déterminé que nous sommes infréquentables, comme s'il y avait une distance prise entre les électeurs de France Insoumise et des autres partis de gauche et les partis en question. Ces gens-là donc ont pris des décisions irresponsables et nous avons quelque chose à leur dire pour remplacer cette alliance et ce socle républicain. C'est que nous estimons que tous ces gens-là devront être très clairs par rapport à l'arc antifasciste. Il y a ceux qui seront en dehors de l'arc antifasciste et ceux qui sont dans l'arc antifasciste. Et cette définition qui peut se traduire de manière différente, voilà ce qui va conditionner à l'avenir les alliances de France Insoumise, notamment pour les deuxièmes tours. À bon entendeur, salut. Et c'est quelque chose qui nous fait envisager, j'allais dire, la suite avec un peu plus, j'allais dire, d'optimisme que ce que nous prêtent les médias. Parce que alors, on entendrait les médias et les sondeurs, c'est fini, quoi. Je ne sais pas si vous avez entendu le dernier sondage qui nous explique que 16% des sympathisants de Jean-Luc Mélenchon, 16% des sympathisants LFI et 21% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon estiment que il faut faire barrage à France Insoumise. Voilà, c'est-à-dire que nos électeurs estiment qu'il faut faire barrage à nous-mêmes. C'est pas mal, je trouve, ici. Bon, ici, c'est traduit autrement. J'ai entendu Karim Bouamrane qui pense qu'il va gagner dès le premier tour, qui pense même qu'il va atteindre le plus gros résultat d'un premier tour à Saint-Ouen. Je voudrais juste lui rappeler quelque chose, c'est que pour l'instant, le plus petit résultat d'un maire élu à Saint-Ouen, c'est le sien en 2020, avec 4467 voix. Donc très loin des 5000... Je ne vais même pas dire très loin de mes voix, parce que moi j'en ai eu 3 fois plus, mais bon, j'étais présenté par le FP. Mais si on regarde les européennes, France Insoumise tout seul, c'est déjà 1000 voix de plus. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que je lui dirais de se calmer un petit peu. Mais on connaît le personnage, on connaît celui qui avait dit « J'ai dit à France Insoumise, à Coquerel, chez moi, c'est simple, tu viens nous emmerder, on va te défoncer, ensuite on gagnera ta circonscription. » Bien, je dois dire que nous, on a une réponse par rapport à ça. Alors la réponse, c'est les urnes. La réponse, c'est le peuple. C'est la réunion que vous faites ici et on a des meetings. On n'arrête pas de faire des meetings avec Mathilde qui sont remplis partout. Donc voilà ce qui va être notre réponse. Mais notre réponse aussi, c'est que nous, on n'en a rien à faire de ce genre de concours viriliste. Et c'est bien pourquoi notre tête de liste, c'est une femme. Et que je sache à Saint-Ouen, le moins qu'on puisse dire, c'est que les expériences passées en tant que maire femme, c'est largement au niveau des maires hommes, je pense que ce soit à Paulette Faust ou à Jacqueline Rouillon. Et donc, celle que nous avons choisie, c'est Manon Montmirel. N'en déplaise, et tant pis pour Karim Bouamrane, qui va, à mon avis, j'allais dire, qu'il y a des soucis à se faire. Voilà, parce que Manon sera la maire parfaite, pour le coup, pour une ville pacifique, antiraciste, antifasciste, une ville de résistance aux macronistes dans l'année qu'on va subir et de reconquête pour la suite. Voilà, merci.